c'est toi. Your life, for instance? Would you give up your life? I give up my life for you. Bonsoir. C'est la première fois qu'une équipe de télévision pénètre dans la demeure du duc et de la duchesse de Windsor à Paris. Et cela grâce à la générosité de M. Al-Fayed qui en a assuré la restauration avec un soin, un goût et une fidélité extraordinaires. À tel point qu'on a l'impression que le duc et la duchesse de Windsor viennent de sortir à l'instant de la pièce d'où je vous parle. C'est dans cette maison notamment que la reine Elisabeth a rencontré son oncle Édouard pour la dernière fois, 14 jours avant sa mort, et qu'elle lui a peut-être enfin confié le pardon de la famille royale pour l'histoire d'amour la plus romanesque de notre siècle. Il y a évidemment beaucoup d'objets liés à l'histoire dans cette maison, tels qu'ils sont d'ailleurs rassemblés dans le très beau livre de Suzy Menkes, Le style Windsor, qui se trouve à ma gauche. Certains ont un sens historique particulier, comme par exemple ce tableau de Gerald Brockhurst, à ma droite, qui fut accroché pendant la durée de la guerre au gouvernorat des Bahamas, où le duc et la duchesse de Windsor étaient en semi-exil, et où ils laissèrent le meilleur souvenir auprès des populations. La duchesse y est représentée telle qu'elle aimait qu'on la voie, portant une robe du couturier américain Menbocker, un couturier, comme vous le constatez, en avance d'à peu près 30 ans sur tous ses confrères. Il est d'autres objets dont la signification historique est peut-être encore plus émouvante, comme par exemple ce bureau. C'est en effet de ce bureau que Édouard VIII, roi d'Angleterre et empereur des Indes, a abdiqué toutes ses couronnes pour l'amour d'une seule femme, Wallis Simpson. Un amour dont la grandeur n'altère ni les zones d'ombre, ni les énigmes, ni la mélancolie profonde, mais en fait, jugez plutôt. Le château de Candé, aujourd'hui désert et abandonné, connut un moment de gloire universelle au printemps de 1937. Son nom résonnait alors sur les ondes des radios du monde entier, et les plus grands journaux y avaient dépêché leurs meilleurs reporters, agglutinés contre les grilles gardées par des gendarmes à qui seuls quelques rares visiteurs obtenaient de montrer patte blanche. Cette notoriété ne devait rien au tourisme, et tout à la présence de deux invités dont les faits et gestes tenaient les foules en haleine depuis des mois. Wallis Warfield, américaine 2 fois divorcée, sans profession, et Edward David Windsor, anglais célibataire, ex-roi empereur de la puissance la plus étendue de la Terre, qui venait de s'y marier en lançant un formidable défi à la société et à la couronne britannique. Une femme de 40 ans, dont on découvrait pour la première fois le visage en pleine lumière, et un prince de 2 ans son aîné, adulé de la terre entière, entre émotion collective et scandale historique, choisissaient de vivre leur amour envers et contre tous.
En abdiquant la couronne pour épouser Wallis, Édouard avait renoncé au fabuleux héritage dont les images et les légendes illuminèrent son enfance. Celui de l'Empire des Indes notamment, qui se trouvait au cœur même de la mystique monarchique et pour lequel ses parents, George V et la reine Mary, s'étaient majestueusement déplacés en un long et incertain voyage de Londres jusqu'à Delhi afin d'y recevoir l'hommage de l'immense colonie et des princes Maharajas. Pour les Anglais, l'Inde était une inépuisable revanche contre les rigueurs d'une vie froide et brumeuse. Mais pour l'enfant Édouard, nourri des récits de Kipling, habitué à voir le monde dans l'éclat d'une couronne qui lui était destinée, ce fut aussi d'abord une histoire de famille. La fierté d'appartenir à la nation qui avait fait de telles conquêtes et la certitude d'en devenir un jour à son tour le souverain reposaient aussi pour lui sur la confiance et l'admiration portées à la flotte anglaise, maîtresse absolue des mers. Il avait donc partagé l'amour de ses parents pour la marine, dans cet élan confus d'une enfance royale, où l'affection candide pour ce qu'ils étaient se mêlait à la crainte intimidée de ce qu'ils représentaient. Le roi George, modeste et bienveillant, mais enveloppé de rigueur et de sens du devoir. La reine Mary, superlative de son époux, aussi intelligente qu'altière, regardant le monde comme depuis les murailles d'une forteresse, dressée pour protéger les vertus britanniques contre tous les embruns des passions ordinaires. L'héritage promis à Édouard, c'était aussi une manière de vivre, où la tristesse diffuse de la grandeur était tempérée par des habitudes de vie familiale simples. Châteaux immenses mais sans chauffage, un air de campagne jusque dans le centre des villes, et pour amuser tout de même un peu des corps étouffés par la pudeur, longues saisons de chasse en compagnie d'aristocrates rustiques pour qui la grouse d'Écosse, le bœuf à la menthe et les infimes variations du climat sont les inébranlables repères d'une civilisation supérieure. Quoique plus socialement mélangées, les courses de chevaux appartenaient aussi au patrimoine des rites royaux, puisque les souverains pouvaient y partager, sans risque et de puissance à puissance, avec la plus belle conquête de l'homme, l'admiration des foules. Au-delà, c'était le versant utilitaire de l'héritage, la ville de Londres avec ses officines, ses banques, ses immeubles de rapport, un bon instrument qu'on regardait à peine et qu'il fallait flatter de temps à autre à coups de visites et de cortèges pour ne pas avoir à s'arrêter au calcul vulgaire des sommes d'argent qu'il pouvait rapporter. Quant aux pauvres innombrables, ils étaient le réservoir de l'héritage pour la bonne conscience de la charité royale. Bien sûr, tout ne lui appartiendrait pas plus tard, mais il aurait l'influence et la gloire pour peser sur les êtres et les choses. C'est ainsi que ses parents l'adoubèrent aux yeux de tous comme prince de Galles, au cours d'une étrange cérémonie de style gothique Ivanhoé revue dentelle belle époque, qu'il assuma pétrifié de timidité et de confusion, les doigts serrés dans le gantelet de fer de sa mère. Qu'allaient penser de lui les autres garçons de son âge ? Devenir adolescent rebelle quand la reine Victoria vous a porté sur ses genoux est certes impossible. Et encore plus lorsqu'on a le souvenir de son père et de son grand-père, toujours sous la férule de la souveraine la plus puissante du monde. Mais on peut penser qu'on aura tout de même un peu de temps pour s'amuser en attendant, puisque les adultes sont là pour protéger et que l'aïeul est sans doute éternel.
Édouard connut donc des bonheurs d'enfance fugaces, où il reprenait sans malice son rôle de petit chef pour son frère Albert et sa sœur Mary, déjà dociles aux règles de famille. De toute manière, entre les voyages de ses parents, l'indulgence de son grand-père, la noria des précepteurs étrangers et la naissance d'autres enfants royaux, il y avait finalement une marge de liberté qui l'occupait de tout son charme. Il grandit sous le règne de son grand-père, le bon et sympathique Édouard VII, qui avait préféré attendre son tardif avènement dans la compagnie des jolies femmes plutôt que dans de mornes devoirs, et qui le voulut écolier au collège de marine où l'on devine le monde plus que Fauntleroy dans un château à fantômes. Or, la mort de son grand-père fut le premier vrai chagrin de son existence. En disparaissant après un règne bref, il le laissait en pleine lumière et au milieu de la foule, dans l'accélération subite du temps qui passe, second désormais d'un nouveau roi, Georges V, son père, qu'il n'approchait jamais qu'avec une secrète angoisse. Le couronnement le surprit par sa splendeur. Il ne doutait pas que la monarchie de ses parents serait celle des traditions maintenues. Mais aussi, comment ne sentait-il pas cette tenace odeur de moisi qui le prenait à la gorge dès qu'il se trouvait à Buckingham? L'éducation royale s'était refermée sur lui, le façonnant poupée de porcelaine en prince charmant, ouvrant la série des premières pierres. Ce qu'il pensait vraiment était un mystère, jusque pour lui-même. Et seule sa mère, en redoutant qu'il fût trop beau, trop délicat et trop poli, sentait qu'il vivait en fait en marge de tout. Délicieux et mécanique, et comme absent. Ses relations avec ses frères étaient tendres, mais il n'avait qu'un véritable ami, son cousin Mountbatten, très beau lui aussi dans un autre genre, celui sportif et déluré qui plaît dans les internats de garçons durant l'adolescence. Mais au fait, où se trouvaient les filles, et avait-on vraiment besoin d'elles? Il saisit la Grande Guerre comme une chance. Mais son père, conforté par les avis de Poincaré et de Foch, ses alliés, n'était absolument pas décidé à le laisser en première ligne. Passe encore que tu te fasses tuer, mais si l'ennemi te faisait prisonnier. L'ennemi, ses oncles et ses cousins d'Allemagne, où il avait passé des étés de vacances. Souvenirs perdus pour jeunesse sacrifiée, au moins combattre dans l'apocalypse, afin que la valeur de trophée soit effacée par la reconnaissance de l'utilité militaire. Le plus étonnant, c'est qu'il y parvint, se rapprochant de plus en plus de la ligne de front. Il cherchait la bravoure, l'estime des autres, et même la reine Mary n'osait plus lui écrire sur son devoir, elle le sentait trop proche de la mort. Tel était le prince de Galles pour le peuple de Londres, au soleil pâle de la victoire, glissant dans le crépuscule d'un pays épuisé. À l'heure des défilés et des récompenses, après 4 années de boue, de terreur et de deuil, le meilleur des tendres rebelles, séduisant et courageux, aimé de tous, partageant les malheurs en allant au-devant de ce qu'on attendait de lui. Mais enfin, comment se plaindre que le marié fût trop beau, quand il avait ces gestes à tout que la cour ne savait jamais faire? Monsieur Churchill, politicien en difficulté que l'on ne salue guère, et que le prince de Galles vient prendre par le bras avec une grâce charmante. Ses parents avaient tout de même du mal à admettre qu'il fût si différent d'eux. Des rumeurs de surprises parties, de sorties dans des dancings, leur étaient parvenues, suscitant la stupéfaction horrifiée du couple royal que le malheur des temps obligeait déjà à recevoir des divorcés et des femmes qui fument. Mais Édouard, attentif à dérouler le film imaginaire d'un joyeux fils de famille, pouvait compter sur la tradition victorienne, qui écarte toute allusion personnelle, et il en profitait pour continuer cette dangereuse pratique de trompe-la-mort.
Après un accident de steeplechase où même sa mère perdit son self-control durant le laps d'un instant, il détourna les objurgations du gouvernement pour apprendre à piloter. Cela aussi était populaire, en ces temps de fol enthousiasme pour l'aviation. Mais en le voyant passer au-dessus d'elle depuis le pont du Britannia, le yacht royal, la reine Mary se demandait « Enfin, cet enfant, que cherche-t-il encore ?» Les industriels textiles des Midlands ne se posaient plus la question. L'extraordinaire élégance vestimentaire du prince, sport, jeune et furieusement moderne, avaient tout simplement relancé leurs affaires en popularisant le nouveau chic anglais. Ce sont choses oubliées maintenant, mais qui eurent leur importance. Après, on laissa tout passer. Les courses en sac et à dos de mule, les disques de jazz, les photos en couverture des magazines américains, les lettres de jeunes filles demandant des autographes. Si cela avait pu au moins le distraire d'autres activités, encore plus inappropriées. Mais non, le prince de Galles s'intéressait à l'industrie et en plus du côté des prolétaires autant que de celui des patrons. Ses parents crurent un temps qu'il s'agissait d'un nouveau caprice. Quand ils se décidèrent à lui en faire la remarque, c'était tout simplement trop tard. On réclamait sa visite dans chaque usine. Avec le prince de Galles, il était finalement impossible de sévir. Son charme avait tout simplement ensorcelé l'ensemble du royaume. Dans ces années-là, à Baltimore, métropole américaine plongée dans la torpeur, Wallace Warfield tournait la page d'une enfance pauvre mais de bonne famille. Nantie d'un bagage scolaire superficiel et d'une personnalité chaleureuse, la jeune fille venait en effet de se fiancer avec un as de l'aviation. Un bel écho pour la presse locale. Nous allons peut-être vivre à l'étranger, mais je regretterai Baltimore. Le prince de Galles. Wallace suivit évidemment, comme toutes les jeunes américaines de son âge, les récits de son voyage délirant aux États-Unis. La couleur de ses pyjamas, détaillée dans la presse, enquête auprès des lectrices, éperdues d'affection. Mais enfin, ce n'était qu'un jeu, puisqu'un monde l'a séparé du prince de Galles et qu'il n'y avait vraiment aucune chance qu'ils se rencontrent un jour. D'ailleurs, Édouard n'avait pas le temps de s'intéresser à la jeune épouse de qui que ce soit. Il songeait plutôt à protéger l'usage de sa seule main encore valide après que l'autre eût été mise hors d'état de faire le moindre shake-hand. Cependant, puisque les femmes se massaient sur son parcours et saisissaient les prétextes les plus invraisemblables pour être présentées, il aurait été tout à fait maladroit de ne pas en paraître flatté. À condition de ne laisser son regard s'arrêter sur aucune. Il est vrai qu'elle l'aurait aussi sans doute soudain trouvé trop étrange et trop triste. Ces accès d'indéchiffrable mélancolie ne le quittaient que lorsqu'il se trouvait en compagnie de Mountbatten. En effet, habile à organiser des escapades, son beau cousin avait aussi d'autres qualités. Une joie de vivre qui le portait vers toutes sortes d'expériences et une long voyage, où il représentait la couronne avec une efficacité qui rassurait ses parents et le gouvernement, quoique pour des raisons subtilement différentes. George et Mary en attendaient qu'ils s'assagissent. Les ministres y voyaient l'occasion d'un lien solide entre Londres et l'outre-mer. Car en vérité, si Édouard ne changeait pas sa manière d'être, sa grâce particulière et romanesque lui valait l'adhésion de tous les cœurs. En Inde notamment, où le joyau de l'Empire menaçait de se détacher de la couronne. Édouard, qui avait trouvé une poudrière prête à sauter comme au temps de la révolte des Cipayes, parvenait par sa seule présence à rassembler des milieux antagonistes dans l'illusion d'un apaisement provisoire. Il n'en retirait d'ailleurs aucune fierté particulière, habitué à rassurer les autres sans parvenir
à l'être jamais lui-même. C'est ainsi qu'il parcourut le monde des années durant. Camarade idéal des compagnons de voyage qui étaient censés le servir et dont il partageait les jeux. Attentif à être toujours aimé d'eux, comme à leur cacher qu'ils étaient les complices involontaires de sa fuite immobile. S'il s'était arrêté du côté de Shanghai, peut-être a-t-il alors entendu parler pour la première fois de la mystérieuse Wallis Spencer, américaine sans profession ni ressources précises, autour de qui flottait une tenace réputation d'aventure et d'espionnage. En effet, bien que son mari se fût révélé alcoolique et pervers, Wallis l'avait suivi en Chine, où la guerre civile et le chaos avaient fini de briser leur mariage. Mais elle y était aussi restée après de discrets contacts avec le consulat américain qui, de notoriété publique, employait pour ses renseignements des femmes du monde. Or, non seulement Wallis se déplaçait seule entre Shanghai et Pékin, mais elle y avait aussi ses habitudes dans toutes sortes d'établissements de plaisir, où elle venait avec des diplomates sud-américains, le ténébreux comte Chiano, des joueurs de poker chinois, acheteurs de femmes blanches. Qui donc la protégeait de tous ses amis qu'on n'aurait certes pas rencontrés à Baltimore, et comment faisait-elle pour glisser ainsi dans une Chine à feu et à sang, souriante et légère, Mrs. Wallis Spencer, une américaine du meilleur genre. Mais Edward ne savait rien de Wallis Spencer lorsqu'il revint de ce voyage d'Extrême-Orient où ils faillirent se croiser. Il avait en revanche une intuition précise de l'état de l'Angleterre à travers la fantastique effusion collective qui montait vers lui. Sa jeunesse, son dynamisme, sa compassion avaient cruellement manqué durant ces mois d'absence. Car en effet, le royaume, miné depuis longtemps par une sourde obsolescence, ne se relevait pas des terribles efforts que lui avait imposés la guerre. Une grève générale, suscitée par l'aggravation brutale de la misère, avait paralysé le pays entier, quelques mois après la victoire, frappant de stupeur et d'effroi les classes possédantes et la famille royale. Depuis, l'agitation n'avait pas cessé, avec son cortège de démagogues soufflant sur les braises. L'un d'entre eux s'avérait un agitateur redoutable, soulevant la rue et contaminant l'aristocratie apeurée, Oswald de Mosley. We live in a period in which politicians are not very popular. And believe me, you have my sympathy. Politicians are regarded as people who have learnt to talk but not to act. And you demand action, and rightly demand it, in dealing with unemployment. Ces méthodes brutales donnaient l'impression de l'énergie, ses thèses simplistes celles de la clarté et de la compétence, et certains de ses amis pensaient pouvoir gagner le prince de Galles à sa cause. Le pays, cependant, avait fait un autre choix, portant au pouvoir un doux socialiste, Ramsay MacDonald, avec qui le roi George, à sa grande surprise, s'était tout de suite senti en confiance. Mais il ne gouvernait que par éclipse, et la crise l'obligea bientôt à former un gouvernement d'union avec les conservateurs. Leur leader, Stanley Baldwin, homme rude et sans pitié, devint rapidement l'homme fort du gouvernement. Or, Édouard multipliait les marques d'attention aux masses indigentes. Par inclinaison personnelle, et puis aussi pour détacher l'image de la monarchie de celle des classes possédantes. Mais pour Stanley Baldwin, un héritier du trône qui visite les soupes populaires et entretient de bonnes relations avec des représentants syndicaux, c'était tout simplement le monde renversé, auquel il conviendrait de mettre bon ordre un jour ou l'autre
et le plus tôt serait le mieux. Cependant, les princes de la génération d'Édouard commençaient à se marier, le séduisant Mountbatten en tête. Pour Édouard, qui l'hébergeait chez lui, c'était un abandon cruel, même s'il ne pouvait qu'accepter le sort de garçon d'honneur, par affection et peut-être aussi pour dissiper quelques lambeaux de rumeurs. De son côté, son frère puiné, Albert le duc d'York, avait jeté son dévolu sur Elizabeth Bowes-Lyon, une jeune fille de la société écossaise, qui avait longtemps hésité à lui accorder son consentement. Albert était en effet d'une timidité maladive, affecté d'un défaut d'élocution qui l'empêchait de s'exprimer normalement. Et Élisabeth redoutait de ne pas être à la hauteur de ses difficultés et d'étouffer à la cour. Leurs noces, finalement, avaient suscité l'habituel déferlement de réjouissances populaires et la duchesse d'York s'était prêtée de bonne grâce à la cérémonie du balcon pour le plus grand bonheur de son jeune mari éperdu d'amour et de tendresse. En insistant pour l'épouser, Albert avait pris la meilleure décision d'une vie jusqu'alors dans l'ombre profonde de son frère. En effet, avec ses manières engageantes et doucement provinciales, Élisabeth témoignait d'un caractère solide, à la loyauté indéfectible. Elle entendait guérir Albert de son mal, tout en obtenant qu'il vive une existence paisible et retirée. Elle comptait ainsi beaucoup sur la famille royale pour l'aider dans cette tâche, et notamment, surtout sur Édouard. Le cas du troisième frère, Georges, duc de Kent, était encore plus délicat. Intelligent, doué pour les arts, le jeune prince s'était abandonné à une double vie de plaisir dans le Londres dissolu des années folles, à tel point qu'il s'adonnait maintenant à la drogue. Pressé par son père, Édouard avait pris l'habitude de l'emmener avec lui dans ses voyages officiels, mais il sentait bien que sa présence ne pouvait suffire à le protéger contre lui-même. Ce drame, soigneusement caché, éclairait pour Édouard d'un jour funèbre l'harmonie officielle de la famille royale. Les trois aînés ne témoignaient-ils pas de comportements bizarres, l'un drogué, l'autre muet, et lui-même mélancolique à la sexualité imprécise? Enfin, pour l'instant, le cas le plus grave était encore celui du duc de Kent. C'est alors qu'une chance inespérée survint en la personne de Marina de Grèce. Belle, accoutumée au coup du sort dont les Grecs n'avaient pas épargné sa famille, la jeune femme était amoureuse du prince à la dérive. Elle aussi se jura de le sauver. Édouard était désormais le seul à ne pas être marié, et bien que le sujet ne fût pas abordé nettement, ses parents en éprouvaient une inquiétude lancinante. Pourtant, les femmes continuaient à le poursuivre, avec d'autant plus d'attendrissement qu'il avait affirmé préférer les bergères aux princesses. Sans aller aussi loin, Georges et Mary se seraient tout à fait contentés d'une des jeunes aristocrates élégantes et spirituelles qui venaient pour le week-end chez le prince de Galles. Car en vérité, Édouard aimait la compagnie des femmes, celles qui partageaient son goût pour la vie nocturne et les jardins, les livres et les disques de jazz. Certaines passaient pour être ses amantes, mais curieusement, ce n'était jamais clair. C'est alors qu'à la Garden Party annuelle où l'on présentait débutantes et femmes du monde, une jeune américaine, épouse en seconde noces d'un homme d'affaires de la City, Mrs. Wallis Simpson, vint faire la révérence devant leur majesté. Inconnue d'à peu près tout le monde, elle était néanmoins parrainée par Lady Furness, étoile du gratin le plus lancé. Et d'ailleurs, elle fit excellente impression, jolie robe, manière charmante, surtout auprès d'Édouard, qui se souvenait vaguement de l'avoir déjà croisée.
Wallis était arrivé à Londres 3 ans plus tôt, avec son nouvel époux, aussi amoureux et agréable que le premier avait été brutal et pervers. On recevait beaucoup et très bien. Édouard prit ses habitudes chez ce couple aimable, spirituel et discret. Entre autres qualités, Wallis pratiquait l'art de la conversation d'une manière étincelante. Et puis surtout, elle était gaie, d'une gaieté miraculeuse pour le prince de Galles et ses papillons noirs. Il convia le jeune couple à Fort Belvédère, sa résidence privée aménagée avec beaucoup de soin. Elle trouva que c'était triste, affreusement célibataire, et le lui dit drôlement comme toujours. Il pensa, c'est vrai que c'est triste, sans se prononcer sur le reste. Ils devinrent inséparables, mais c'était compliqué parce qu'elle aimait beaucoup Simpson et qu'il fallait quand même faire attention aux journalistes. Certains se doutaient de quelque chose et tentaient de les apercevoir ensemble. Ils firent des voyages. Édouard aimait l'Europe centrale, où il avait beaucoup d'amis. Ceux-ci, aristocrates cernés par les révolutions, n'avaient pas les préjugés de la gentry de Londres. Ils apprécièrent Wallis, son expérience de la vie et du monde, le charme de son humour léger pour affronter les sujets graves. À Londres, Mary et George avaient été instruits de l'invraisemblable rumeur par des courtisans effarés et tremblants. Le prince de Galles s'affichait avec une femme mariée, américaine divorcée de son âge, sortie dont on ne savait tout. Calmement, Mary conseilla de consulter Scotland Yard. De toute façon, il se cachait de moins en moins. Pour Mountbatten et le petit cercle des amis d'Édouard, la présence du couple Simpson à chaque week-end était une évidence. Ce qui était en revanche surprenant, c'était l'aptitude de cette femme, qui n'était même pas de leur monde, à maîtriser une situation aussi ambiguë et délicate avec autant de tact. Même les secrétaires d'Édouard admettaient sa présence. Elle avait toujours le mot qui fait plaisir. On la sentait partout et elle n'était jamais pesante. Quant à Édouard, il n'avait pas le souvenir d'une harmonie pareille. En revanche, pour George et Mary, qui fêtaient leur jubilé dans l'illusion fastueuse de la grandeur intacte de l'Empire, le fardeau de Wallis pesait plus lourd que tous les déshommes, pas le partager avec les York, tant la honte leur paraissait inavouable. Scotland Yard avait remis leur rapport, dont les pages dansaient encore devant les Paul. C'était accablant. Il était question de la Chine et Mary n'avait pas lu jusqu'au bout. Cependant, Simpson s'était éclipsé amicalement en gentleman. Édouard et Wallis paraissaient inconscients de l'impasse dans laquelle ils s'étaient jetés. Ils étaient maintenant, comme on en voyait souvent dans la vie moderne, des stations de ski élégantes. Il fut rappelé au château de Sandringham. George V se mourait dans un silence ébranlant de là. Édouard lui tint la main jusqu'au dernier instant. Il n'y eut ni malédiction. C'étaient des gens qui s'aimaient et ne savaient pas se le dire, et même la mort. La cérémonie des funérailles serait longue et compliquée. Il fallait ramener le corps du roi à Londres pour les obsèques solennelles, l'ensevelir ensuite à Windsor, recevoir les souverains étrangers, prononcer l'éloge funèbre. Dire le deuil constamment sous le regard des foules. Il l'accomplit à la perfection, avec ce sens de l'humanité qu'il avait rendu si populaire jusqu'aux confins les plus éloignés de l'Empire. May the future bring peace and understanding throughout the world, prosperity and happiness to British people, and may we be worthy of the heritage which is ours. L'avènement d'Édouard VIII sortit brutalement Wallis de son rêve éveillé. Elle comprit aussitôt que rien ne serait plus pareil.
Contrairement aux rumeurs qui avaient repris de plus belle, elle n'avait jamais imaginé qu'elle épouserait le roi d'Angleterre. Le souverain qui menait la parade avec ses frères devant Buckingham trônait dans un univers détaché du reste des humains où une femme comme elle ne pouvait avoir de place. La raison était que le roi d'Angleterre oublia les amours du prince de Galles. Mais pour Édouard, bien au contraire, rien n'était changé. Il prenait chaque jour un peu plus conscience de l'immensité de la tâche à accomplir et la personnalité de Wallis lui manquait pour y parvenir. Car selon lui, en ces temps d'amertume sociale dangereuse, une rénovation complète de la monarchie était urgente, alors que ce Mosley dont on lui rabattait les oreilles n'en finissait pas de vouloir le compromettre en assurant qu'il partageait les mêmes idées. D'ailleurs, les sympathies supposées du roi pour le fascisme suscitaient de troubles espérances jusqu'à Berlin, qui venait de dépêcher un nouvel ambassadeur, assurant bien connaître l'ancien prince de Galles et encore mieux son ami Mrs. Simpson, une relation de sport d'hiver, Ribbentrop. Édouard était conscient des dangers que pouvait induire son populisme et du mécontentement qu'en éprouvait un gouvernement dont Stanley Baldwin avait pris la tête. Mais il pensait qu'on finirait par le comprendre avec le temps, ce qui n'était pas certain, et surtout s'il pouvait régner avec la femme à laquelle il songeait, ce qui était carrément suicidaire. Il s'en était ouvert au ministre et à sa famille, ne rencontrant que des silences embarrassés. Mais Édouard était ainsi, impatient de briser d'insurmontables obstacles, comme s'il se fût agi d'un acte de survie ou d'une vengeance. Wallis sentait monter le drame inéluctable et elle tentait de raisonner Édouard, mais elle était loyale aussi, elle ne pouvait l'abandonner sur cette pente où il s'était engagé. Elle prenait d'autant mieux la prudence qu'elle se savait surveillée, en se doutant fort bien de l'identité de celui qui s'intéressait silencieusement à elle, M. Baldwin. Revint la belle saison de Londres, qui culmine avec la garden party royale et la présentation des débutantes. Évidemment, devant toutes ces jeunes filles rougissantes qui défilaient en s'inclinant, Édouard avait la tête ailleurs. L'attitude élusive de Wallis l'inquiétait. Mais au fait, depuis quand s'était-elle attachée à lui? L'aimait-elle autant qu'il la chérissait? Il décida de l'emmener en croisière, loin de ce climat de Londres dont même le roi n'est jamais sûr. Or, en vérité, Wallis n'aimait pas Édouard, avec les mêmes sentiments passionnés et puérils qu'il éprouvait pour elle. Le flirt l'avait amusée et flattée. Elle avait été touchée par sa beauté et par sa solitude, mais elle s'était attachée autrement. À force de le voir si éperdu auprès d'elle, elle avait senti s'éveiller en elle la volonté de le protéger. C'était une femme foncièrement indépendante, en avance sur son temps et la société, mais on pouvait toujours compter sur elle. Édouard était allé trop loin, elle ne se déroberait pas. Elle n'avait jamais été jolie. Elle le savait fort bien et la réflexion de Cécile Beaton, c'est une laide belle, l'avait fait rire. Elle attachait d'autant plus d'importance au désir qu'elle pouvait faire naître chez les hommes. Avant elle, Édouard n'avait pas connu de plaisir avec les femmes, un corps affolé, déjà dégoûté quand vient l'étreinte. Or, ils pouvaient se posséder mutuellement comme pour un éternel été sur ce bateau de rêve. Le roi de Grèce qui était monté à bord fut frappé par le climat de bonheur fou qui régnait entre ces deux êtres, car ils étaient une victoire l'un pour l'autre. Les Kent, également en croisière sur les mêmes rivages,
recueillaient ainsi les échos encore tout chauds du yacht de l'amour fou. Ils en éprouvaient des sentiments mélangés. La satisfaction de sentir Édouard si heureux était balancée par l'inquiétude de voir Wallis désormais presque reine. De surcroît en costume de bain, auprès d'un Édouard torse nu, comme le montraient d'innombrables photos étalées dans la presse locale. Et si les journaux de Londres s'emparaient de tels clichés, ils câblèrent en toute hâte à la cour, sans oser décrire précisément ce qu'ils avaient vu. Ce n'était pas la peine. Les photos étaient déjà sur le bureau de la reine Mary et de M. Baldwin. Indifférente au fog qui enveloppait leur avenir, Édouard avait convaincu Wallis de demander le divorce d'avec Simpson, qui, toujours amical, y consentait. C'était franchir un pas décisif vers leur mariage. Or, M. Baldwin suivait pas à pas la procédure comme un chasseur qui sert sa proie. Édouard sentait d'ailleurs que des nuages menaçants s'accumulaient au-dessus de lui. Il était retombé dans un de ces accès de mélancolie funèbre, se dissimulant aux yeux des Londoniens dans une lourde et sombre Daimler pour l'ouverture du Parlement. Cette frilosité soudaine n'était pas le seul symptôme de la maladie d'angoisse et d'impatience qu'il imposait à son règne. Il décida de se rendre au pays de Galles pour rencontrer les mineurs des charbonnages frappés de plein fouet par la crise. Ce qu'il trouva était affreux, des familles misérables accrochées à leurs taudis, dans un relent perpétuel de crasse et d'alcool. Des enfants loqueteux et des chômeurs tétanisés par une adversité existentielle autant que par la stupéfaction devant un tel visiteur, alors que personne ne venait jamais les voir. Mais si cette visite était conforme à son rôle préféré d'avocat de la classe ouvrière, elle résonnait aussi comme un défi pour le gouvernement. Édouard tentait-il de l'affaiblir pour négocier son mariage en position de force? Fausse manœuvre. Ivre de rage, M. Baldwin jeta le masque et lâcha la presse qu'il avait tenue jusque-là dans la muselière de son pouvoir. Tout était prêt, les articles, les photos, et si les journaux populaires en étaient encore à faire leurs premières dents, ils avaient la biographie de Mrs. Wallis Simpson pour mettre leurs lecteurs en appétit. Le scandale prit instantanément les dimensions d'un cataclysme. Édouard était pris au piège qu'il avait cru pouvoir tendre. La voix de Churchill et quelques autres eurent beau s'élever pour appeler au calme. Que pouvait faire un politicien au rencard et des manifestants des faubourgs contre l'hostilité brutale et bétonnée de toutes les institutions du royaume, la cour, le gouvernement, l'église et la presse? Wallis décida de s'éloigner. Pour elle, c'était une preuve d'amour. Pour lui, une séparation insupportable. Et pour la presse, la fuite pourchassée de celle par qui le scandale arrive. Elle trouva refuge en France, près de Grasse. La meute des reporters l'y repéra très vite, organisant un siège implacable. Bien qu'elle eût parfaitement mesuré les conséquences de sa liaison avec Édouard, elle était abasourdie par la violence du choc, effrayée aussi peut-être. Elle fit savoir qu'elle était prête à se retirer totalement, mais les coups de téléphone passionnés qu'elle échangeait avec Édouard se concluaient à chaque fois par les mêmes mots du roi. Où que vous alliez, je vous retrouverai toujours. Tel un roc au milieu du tumulte, la reine Mary analysait encore sainement la situation. Elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver une bizarre estime pour Wallis, dont elle avait deviné les qualités, et contre tous ses principes les plus sacrés, elle était prête à admettre qu'elle devint la maîtresse de l'ombre. En somme, il y en avait eu d'autres avec les rois d'Angleterre. Alors qu'Édouard était au seuil de commettre l'irréparable, elle voulait à tout prix épargner le fardeau de la couronne à ses pauvres York. Lui, décidément sans voix devant l'ampleur de la crise, elle, tout entière,
repliés sur la panique de ce qu'il faudrait assumer. Mais il suffisait que M. Baldwin parût devant Édouard pour qu'il s'enferme dans leur épreuve de force, le mariage avec statut de reine pour Wallis ou l'abdication. Édouard aurait encore pu décider d'écouter les conseils de sa mère, mais c'était aussi contre elle qu'il se dressait. Il choisit la rupture, l'exil et la nuit. Autour du palais de Buckingham, on fit soudain silence. L'ex-roi Édouard VIII livrait au monde les raisons de son acte. You must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. L'avènement d'Albert, devenu George VI, s'accomplit comme une formalité. Et selon les premiers ministres des Dominions, qu'importait si le nouveau roi parlait si peu, puisque M. Baldwin aboierait à sa place. Pour George VI, cependant, la crise était une tragédie personnelle. Et pour sa femme, la nouvelle reine Élisabeth, c'était déjà un autre combat. Après avoir aidé son mari à affermir sa personnalité, elle devait maintenant préparer sa petite fille, l'autre Élisabeth, à devenir reine à son tour. Tout reposerait sur ses épaules et elle ne pardonnerait jamais. Au couronnement, elle serra contre elle le précaré de sa famille. Ce serait le centre absolu de toutes les décisions concernant la cour. Et tandis que le carrosse d'or roulait une nouvelle fois dans les rues de Londres, oubliant la jeune fille qui courait librement les landes d'Écosse, elle se préparait à la haine inexpiable à l'encontre d'Édouard et de Wallis. Cependant, à Vienne, morne et froide, où les journalistes l'attendaient de pied ferme, l'ex-roi d'Angleterre commençait un exil qu'il espérait provisoire. Wallis et lui avaient décidé de ne pas se retrouver avant que le divorce d'avec Simpson ne fût officiel. Et bien que soumise à la curiosité débordante des foules, Wallis avait retrouvé toute sa gaieté et sa maîtrise d'elle-même. Elle attendait impatiemment son mariage. Alors qu'elle n'avait jamais vraiment souhaité devenir reine d'Angleterre, malgré tout ce que vomissait la presse, elle jugeait indispensable de régler au plus vite la dette d'honneur qu'elle devait à Édouard en liant leur destin. Les sentiments maternels d'indulgence et de protection qu'elle nourrissait pour lui s'étaient renforcés devant le caprice apocalyptique. Il vint enfin, vieil enfant et prince charmant découronné, fonçant à toute allure vers le château de location où l'attendait l'aile de 40 ans. Une lettre était parvenue de Buckingham précisant sèchement qu'Édouard serait duc de Windsor et Wallis jamais Altesse royale. Ils auraient tout le temps d'être humiliés. Pour l'heure, ils étaient simplement heureux. Ils partirent pour Venise sans se douter que ce classique des lunes de miel tournerait à l'émeute. Auréolé par l'éclat romantique de la plus belle histoire d'amour du siècle, comme le répétait la presse du cœur, il suscitait l'enthousiasme éperdu des foules. Hors d'Angleterre, des millions de familles avaient écouté en direct et en larmes le suspense final et le discours d'abdication d'Édouard. Un roi d'Angleterre et son épouse en costume de bain sur la plage du Lido. Le reportage à sensation, genre jusqu'alors décrié, allait faire grâce à eux le plus fantastique des bons en avant. Inventeurs involontaires de cet audimat avant la lettre, ils furent d'ailleurs les premiers stupéfaits de l'accueil de Venise, émus des témoignages d'affection, inquiets des intrusions dans leur vie privée et bientôt fatigués de tout ce tintamarre. Mais ils avaient choisi leur sort et ne pouvaient pas reculer. La célébrité vulgaire ne les lâcherait plus.
Il sentait bien aussi que ces démonstrations exaspéraient la cour et aggravaient leur isolement. Or, tout s'était passé si vite qu'Édouard était parti sans s'assurer clairement de ses moyens matériels et de son statut futur. Et la cour faisait aigrement traîner les négociations avec ses avocats. Excédé, il décida de se venger de la pire manière. L'annonce de son voyage en Allemagne fit l'effet d'une bombe. Ainsi donc, les vieux soupçons de sympathie pour les nazis se trouvaient confirmés. Édouard partageait en fait les préjugés et les idées fausses de bien des hommes de sa classe et de son temps, qui considéraient l'Allemagne d'Hitler comme une réalité incontournable pour la paix et une expérience intéressante pour les problèmes sociaux. Et dans l'espoir que Wallis fût reçu socialement quelque part, il serait allé jusqu'en enfer. Pour être en botte, les nazis savaient aussi fort bien jouer sur ce genre de velours. Le prétexte était de visiter des habitats sociaux, mais on glissa rapidement au dîner avec Goebbels et Göring et au rendez-vous avec Hitler. Le Führer fit l'homme du monde, traita Wallis en reine, assura Édouard de son amitié. Pour les nazis, c'était un formidable coup de propagande. Wallis, en revanche, était beaucoup moins sûre du résultat. Elle se déclara fatiguée, laissant à Édouard le privilège d'aller seul jusqu'au bout de la force par la joie. Pour quelqu'un d'aussi fragile et mélancolique, c'était une punition légère. Il y en aurait d'autres, infiniment plus sévères, et il s'en rendait compte, quoiqu'un peu tard. La reine Élisabeth, en revanche, n'était pas du tout fatiguée de montrer qu'elle appréciait le voyage officiel des souverains britanniques aux États-Unis. L'image désastreuse laissée par le séjour des Windsor en Allemagne l'avait particulièrement ulcérée. Elle y avait vu une provocation démagogique contre son mari et une complicité dangereuse avec un régime qui lui faisait horreur. Et elle avait remué ciel et terre au Foreign Office pour que le voyage se déroulât le plus vite possible, de peur que les Windsor ne débarquent à leur tour auprès de Roosevelt pour un autre de leurs satanés voyages d'études. Enfin, sa méfiance s'était accrue. En vérité, Élisabeth, que les gens mal informés prenaient pour un de ces délicieux bonbons à la menthe enveloppés de taffetas que l'on rencontre à d'agréables thés de dames, recélait sous son perpétuel sourire quelques-uns des trésors du génie anglais. La force, la volonté et le courage. Au fond, elle était aussi vraiment bienveillante et chaleureuse, avec beaucoup de fantaisie et d'indulgence. Mais dans l'évanouissement de presque tous les hommes autour d'elle, il lui fallait tenir l'héritage, et d'ailleurs, tout le monde l'avait compris. Édouard avait finalement cédé aux avocats de la cour, contre l'usage mesuré et contrôlé de sa fortune séquestrée en Angleterre. Il se tiendrait tranquille et à l'étranger. Wallis et lui s'installèrent dans une vie de vacances, dessinant aux yeux du monde ce style Windsor qui soulignait leur différence absolue d'avec la cour. On les vit à Pompéi, attentifs à passer pour des touristes. On les perdit de vue au Cap d'Antibes, où ils louaient à l'année une énorme villa donnant sur la mer. En fait, Édouard était tellement heureux avec Wallis qu'il en oubliait son amertume et ses projets de revanche et de retour. Sa vie n'avait été jusqu'alors qu'une succession d'obligations sous le regard critique des autres. Avec Wallis, il se retrouvait nu et libre dans le soleil, comme un enfant, ajoutait-elle en souriant. Les locomotives de la grande vie internationale s'étaient jetées sur eux comme sur des étoiles de cinéma d'un genre nouveau.
avait bien soin, dans le monde des casinos et des dîners mondains, de traiter Wallis en Altesse Royale. Cela suffisait à Édouard pour qu'il puisse se distraire. Et quand Édouard pouvait se distraire, cela suffisait à Wallis. Il sentait bien aussi que cette existence était vide et qu'elle emporterait peu à peu leur qualité vers un néant de faux plaisirs. Mais ils étaient seuls en somme, avec interdiction absolue de sortir de la cage dorée où leur passion les avait enfermés. Édouard saisit pourtant l'occasion d'un passage de son plus jeune frère, le duc de Gloucester, pour qu'il intercède en sa faveur. C'était un brave garçon, mais il fallut le poursuivre jusque sur la piste de l'aéroport pour lui présenter Wallis. Comme l'énonça fort bien la duchesse de Gloucester, avec cette lucidité qu'ont parfois les innocentes, mais enfin, que nous veulent-ils, puisqu'on les a abdiqués? Édouard savait que la guerre avec l'Allemagne serait terrible. Il avait pu mesurer le fanatisme et les préparatifs des nazis. Et le fait qu'il ait commis l'erreur de penser qu'on pût s'arranger avec le Reich pour que Londres ne fût pas submergé par les flammes n'enlevait rien à son patriotisme et à son désir de servir. Il savait aussi que l'épreuve ramènerait au pouvoir son ami de toujours, Winston Churchill. Pourtant, la drôle de guerre n'avait pas desserré l'étau de méfiance où le tenait la cour. On s'était contenté de lui confier de modestes tournées d'inspection sur les lignes françaises et sous interdiction absolue d'entrer en contact avec les détachements anglais. Quant à Wallis, elle s'était engagée à la Croix-Rouge française, suscitant l'étonnement admiratif des épouses de militaires qui ne savaient rien de l'expérience chinoise de la duchesse de Windsor. Pour Churchill, ces modestes missions, balayées par le déferlement des armées allemandes, étaient indignes de leur capacité et des circonstances. Mais c'était compliqué. La reine Élisabeth les refusait à Londres et il fallait leur faire quitter l'Europe. Il proposa une solution à peu près acceptable pour tous, les Bahamas avec le poste de gouverneur. Partis de Lisbonne, ils y parvinrent par une chaleur moite et suffocante, au terme d'un slalom épuisant entre les sous-marins allemands qui infestaient l'Atlantique. Il avait fallu brusquer le départ. Un complot ourdi par Ribbentrop avait failli réussir à les enlever comme otages. Cependant, Wallis était contente de commencer une vie nouvelle avec Édouard où ils pourraient tous deux se rendre utiles. Mais l'archipel, bien différent de ce qu'il est devenu depuis, était arriéré et misérable, un débarras moisi de la couronne, parrainé en sous-main par une mafia de contrebandiers racistes et brutaux. Avec leur rêve perpétuel de sympathie entre les classes, leur absence de préjugés racistes et leur goût des gens brillants, Édouard et Wallis n'étaient vraiment pas à la fête. Enfin, comme le disait Wallis, pour un ex-empereur et une fausse reine, c'est tout de même consolant d'être tombé sur Sainte-Hélène. Et puis c'était près des États-Unis. Churchill leur accordait de temps à autre une permission. C'est ainsi que Wallis put emmener Édouard à Baltimore, où ils eurent droit au grand jeu local avec bain foule et confettis sur Main Street. Roosevelt, que leur histoire d'amour avait touché comme un adolescent, les pria à la Maison-Blanche. Ils demandèrent l'autorisation de Churchill, l'obtinrent, s'y rendirent avec le sentiment que le sort changeait un peu. Eleanor Roosevelt fut d'ailleurs touchée par le charme et la gentillesse de Wallis. Et si elle disait un mot pour elle à sa chère amie, la reine Élisabeth? Wallis éluda prudemment la proposition. En effet, Buckingham venait d'être... On verrait plus tard. Tout de même, certains membres de la famille royale vacillaient sous la douleur. George de Kent était mort en service commandé, et Marina se retrouvait, comme tant d'autres femmes du royaume, seule, avec 3 enfants.
et la nécessité de se remettre tout de suite au travail que lui demanderait la couronne. La main de fer d'Élisabeth avait beau être gantée de velours, elle savait aussi tirer les fils d'un voile de veuve. Quant au cousin Mountbatten, il se couvrait de gloire dans le bourbier de Birmanie, au ravissement admiratif de la famille royale qui le traitait de héros, et à l'agacement mal dissimulé de Churchill qui lui reconnaissait surtout beaucoup de chance et pensait qu'Édouard aurait fait aussi bien. Mais d'Édouard et de Wallis, même Churchill ne devait parler qu'avec circonspection, tant le sujet était tabou. Pourtant, ils réussissaient dans leur mission ingrate. Édouard avait engagé le fer contre les parrains de l'île, et Wallis, fraîche, souriante, qui donnait toujours autant l'impression de sortir à l'instant d'un salon de haute couture, se dépensait en fait sans compter dans les dispensaires qu'elle avait fondés. Édouard se demandait quand donc finirait-il de la juger aussi mal, tous ceux de Londres. Les fêtes de la victoire en Angleterre furent le vrai couronnement de George VI. Ses qualités d'humilité et de courage tranquille avaient soutenu le moral des Anglais, dont il partagea constamment les épreuves. Mais elles furent aussi le triomphe d'Élisabeth. Elle se souvenait de la phrase de Churchill « À l'Est, c'est la femme soviétique qui va gagner la guerre ». Et elle pensait qu'à l'Ouest, la femme anglaise avait aussi fait ses preuves. Ce n'était pas une reine orgueilleuse désirant qu'on la flatte, mais elle savait ce qu'elle pouvait faire et obtenir de sa vie. La mission des Windsor s'était achevée avec la guerre. Ils rentrèrent, vieillis et fatigués, par ces années de moiteur sans éclat. Édouard pensait qu'on lui offrirait une situation honorable en récompense, et ils s'embarquèrent pour l'Angleterre, sans prévenir, comme on revient chez soi. Les travaillistes étaient au pouvoir. Il se souvenait certainement de son attitude à l'égard de la classe ouvrière. Wallis disait « mais oui, certainement », et elle soutenait son regard. Ils trouvèrent une maison d'emprunt, des reporters qui attendaient des révélations sur leur rencontre, pas de téléphone de Downing Street ou de Buckingham. C'étaient de folles espérances et personne ne leur proposait rien. Mais il est vrai que Wallis souriait toujours. Quel dommage que la reine Élisabeth ne l'ait mieux connue. Édouard tenta de fléchir sa mère pour qu'elle accepte de recevoir Wallis. C'était la première fois qu'ils se voyaient depuis 13 ans. Elle avait eu un peu de mal à trouver ses mots quand il s'était soudain présenté devant elle, puis elle s'était reprise, mais brièvement, car il devait repartir pour Windsor. Il demanda des nouvelles de ses nièces, elles allaient très bien. Élisabeth, le portrait de sa mère. Margaret, un peu romantique, tout à fait son genre. Il n'osa pas demander ce qu'était devenu Fort Belvédère. Il aurait dû. Sa belle-sœur avait veillé à ce qu'on s'en serve utilement. Une maison de repos pour officiers, enfin, quelque chose de très bien. On pouvait lui faire confiance. Il repensait aussi souvent à l'Inde. L'Empire était en train de se défaire et il fallait une personnalité de grand prestige pour que la couronne s'y estompe avec noblesse en donnant le sentiment d'accueillir gracieusement les temps nouveaux. Son souvenir y était-il donc oublié dans les palais de Delhi où trônaient encore les statues de ses parents? Les fameux lanciers du Bengale, ne savait-il plus qu'il était encore leur commandant honoraire? La cour et le gouvernement choisirent Mountbatten et Edwina comme derniers vice-rois de la cérémonie des adieux. Wallis riait encore. « Mais enfin, mon chéri, vous me voyez avec Gandhi, moi qui vous coûte des fortunes chaque jour avec tout ce que je porte ?» Oui, c'était une femme qui savait toujours opposer des mots légers aux choses graves ou tristes. Ils revinrent en France, vécurent de longs mois dans la maison du Cap d'Antibes.
Édouard s'était remis au golf et il jouait assez souvent avec l'ancien roi des Belges et la princesse de Réti. C'étaient des gens qui avaient eu à peu près la même histoire. On ne leur avait jamais pardonné leur mariage et Léopold avait fini par abdiquer. Enfin, entre eux, ils parlaient d'autre chose. Le style Windsor fascinait toujours les journalistes en attirant les pique-assiettes. Ils admettaient d'en avoir autour d'eux, pourvu qu'ils fussent amusants. D'ailleurs, on n'en trouvait que l'été, pour la saison des croisières, et ils changeaient souvent, toujours à l'affût d'un couple plus moderne, auprès de qui raconter la dernière anecdote sur les Windsor. Ça n'avait pas d'importance. L'essentiel, c'était Wallis. Wallis et le soleil. Et puis, il y avait les chiens, les Cairns et les Carlins. Quand on ferme la maison à chaque Noël pour fêter le réveillon à deux avec les domestiques, on a besoin de compagnons qui partagent vos habitudes et qui ne risquent pas de partir pour se marier ou parce qu'ils ont trouvé une meilleure place. C'est gentil les Carlins, on peut les emmener partout. Un jour, ils se disputèrent et elle partit pour l'Amérique. Mais elle ne pensait qu'à revenir. Il ne faut pas séparer les Carlins de ceux qui sont restés à la maison. I'm very glad to be back in America again, though it's a very short visit, just 3 weeks. And this is Mr. Davy Crockett. Cependant, pour les noces d'argent de leur majesté, la fastueuse revue royale continuait à se dérouler avec Marina dans le rôle de la grande dame, et puis Élisabeth et Philippe pour la séquence émouvante des amoureux. Le metteur en scène n'avait pas jugé nécessaire d'inviter Édouard et Wallis pour leur mariage. Où aurait-on placé la duchesse de Windsor, derrière un pilier, perdue loin de la famille? En fait, cette permanente absence assurait la cohésion du scénario. Les Windsor incarnaient les réprouvés, l'enfer et la malédiction invisible qui font ressortir le paradis. Et le pire, c'est qu'ils étaient heureux. En présence de Wallis, Édouard irradiait cette exaltation d'enfance qui s'affranchit des adultes et dont la fraîcheur, comme un caprice perpétuel, bouleverserait toujours Wallis. Mais enfin aussi, où était le désir et le corps dans ces baisers de vieux Carlin? C'est alors que mourut le roi George VI, à moins de 60 ans, épuisé par l'effort qu'il avait dû accomplir sur lui-même pour assumer une couronne, une guerre, un déchirement familial à l'opposé de ses vertus tranquilles. Dans tout le royaume, l'affliction fut énorme, expression de la gratitude de tous et d'un remords aussi peut-être devant cette vie volée et maintenant perdue. Il revenait à la nouvelle reine Élisabeth d'accomplir à son tour les premiers gestes symboliques d'un règne qui commence. Elle était âgée de 26 ans. On l'avait rappelée en pleine nuit du Kenya pour qu'elle assume ce traumatisme des rois, accomplir sa vie par la mort de ce qui vous est le plus cher. Or, le seul modèle dont elle put disposer dans ses souvenirs, ce n'était pas son père, mais Édouard. Et désormais, la monarchie ne reposait plus que sur des femmes. Mary, Élisabeth la mère, Élisabeth la fille et Margaret. Chacune à sa manière, décidée à maintenir et glorifier l'héritage des hommes qu'elles avaient aimés. En conduisant le deuil, Édouard percevait à quel point sa popularité ancienne s'était évanouie. La presse l'observait comme un coupable, la foule détournait ses regards, et du carrosse, il ne voyait que la nuit absolue des reines en noir. Il humilia les princes de regrets et d'amertume, et ils s'enfuirent vers une vie sauvage où il n'y a pas d'issue. Édouard repensait parfois à ce psaume que lui récitait sa mère, avec ce mélange d'infinie tendresse et d'obscure rancœur qu'il portait à tout ce qui lui venait d'elle. Et s'il le jugeait finalement très fidèle à son propre sort, il refusait de l'accepter et de s'y soumettre encore. Avant de quitter Londres, il écrivit à Wallis « Je serai perplexe jusqu'à ma mort ».
Cependant, ils se résignèrent. Ils avaient inventé le jet-set, c'est une consolation quand on n'est même pas snob, et il leur servait de royaume, avec révérence au bord de la piscine, étiquette de palace et courtisans cosmopolites. Toutes sortes de gens leur reprochaient de ne rien faire, mais ils se sentaient très occupés, et il faut croire qu'il y avait quelque chose en eux de vraiment très attentif au monde pour que leur charme fût ainsi demeuré intact. Comme il n'y avait plus rien à espérer et plus personne à ménager, Édouard écrivit ses mémoires et des producteurs lui proposèrent d'en adapter un film dont il serait le narrateur. Pour des gens qui dansaient le twist avec Régine et recevaient en permanence chez eux tous les talents, le projet de faire du cinéma à 70 ans était most amusing indeed. On transforma le moulin de la vallée de Chevreuse en studio, Édouard endossa son meilleur tweed, Wallis gava l'équipe de fourrés au caviar et d'anecdotes désopinantes, et l'on mit les caméras en marche pour ce sitcom grandeur nature. Ce film, lors de sa sortie, beaucoup de gens le virent en Angleterre et furent émus par la qualité humaine de ses acteurs et par celle de leur amour jusqu'au soir de la vie. Il a disparu depuis, discrètement racheté par des avocats anonymes qui n'ont pas discuté sur le prix. Mais on sait très bien où il se trouve, et on sait aussi qu'il a profondément touché certains enfants d'autrefois, qui s'est reconnu dans ces images d'une histoire qui n'était pas la sienne et a pourtant déterminé son existence. Édouard, en fait, connaissait très peu la reine, et Wallis ne l'avait rencontrée qu'une fois alors qu'elle était petite fille. Tant d'années d'exil les avaient tenus séparés. C'est avec un total sentiment de surprise qu'ils reçurent une invitation officielle pour assister à l'inauguration d'une plaque en l'honneur de la reine Mary, et ils en furent bouleversés. Sachant l'amour qui unissait la reine à sa mère, ils mesuraient la valeur inouïe de ce geste fait à leur égard, et tout ce qu'il avait dû en coûter à l'une et à l'autre à l'heure de la décision. Mais ils ne pouvaient en saisir le sens. Pardon, regret, remords. Ils ne lurent rien d'autre qu'un agréable sourire sur le visage affable de celle qui les avait pourchassés sans relâche hors du royaume et qui s'avançait vers eux comme s'ils s'étaient séparés la veille. Un peu plus tard, Édouard tomba gravement malade et Wallis prévint la cour de sa mort prochaine. La reine Élisabeth vint le voir dans la grande maison du bois de Boulogne. Il se tenait dans sa chambre, assis, volet fermé, à l'article de sa fin, et l'on ne saura jamais non plus ce qu'ils se dirent. La reine Élisabeth est une femme qui maîtrise ses émotions. C'est le genre de choses que l'on enseigne à Buckingham. Mais on peut aussi les apprendre dans des scandales de journalistes, des procès de divorce, des dancings de Shanghai. Ne croyez pas que cela interdise l'estime entre les êtres, le regret de s'être perdu, l'affection de se retrouver enfin. Au contraire, ce qu'on ne se dit pas renvoie le jugement de l'histoire au silence et fait parler le souvenir de ceux qui s'avouèrent leur amour en oubliant l'aventurière de Chine et le roi d'Angleterre. C'est toi? Your life, for instance? Would you give up your life? I give up my life for you.